Hier, j'ai passé un peu plus de 3h40 à répondre à de très nombreuses questions sur un space Twitter et j'espère rapidement récupérer le contenu, le son, et j'en ferai une autre vidéo sur YouTube. Celle-ci concerne une interview par une grande chaîne de télévision fédérale russe qui dure un peu plus de 25 minutes. Et donc cette fois-ci, contrairement à ce qui se passait lorsque je marchais sur les routes de Compostelle, eh bien j'ai eu l'équipe qui est venue filmer. Donc vous aurez une image de nettement meilleure qualité. Pareil pour le son. Et voilà, je pense qu'elle est véritablement intéressante. Des extraits sont déjà passés sur la chaîne en question. Un extrait plus long passe le dimanche, une émission où il y a entre 15 et 20 millions de téléspectateurs chaque semaine. Donc c'est véritablement important et pour moi c'est une vraie reconnaissance puisque comme vous l'avez tous remarqué, en France je suis complètement banni des médias. Alors banni des médias, pourquoi? D'une part parce que j'ai accepté de faire confiance à mon intuition et à ma foi sur des questions qui aujourd'hui sont complètement rejetées, qui sont les questions de Dieu et donc du diable, hein, qui est le corollaire, hein, le bien et le mal, et sur le portrait de Macron, hein, le portrait officiel de Macron, dont j'ai fait une analyse qui a beaucoup intéressé, mais à laquelle pratiquement aucun média ou marchand du temple n'ose toucher. Alors ils font tous de plus en plus d'émissions sur le sujet, mais bizarrement, ce qui est un peu la pierre angulaire de la démonstration reste dans le vide. Pourquoi ? Bien parce que je ne me suis pas simplement intéressé à ce sujet, comme c'était souligné par certains interlocuteurs hier sur l'espace d'échange sur X, c'était que j'étais très actif sur tout ce qui concernait la période Covid, encore plus actif quand a commencé l'opération spéciale russe au Donbass. Je m'exprime régulièrement sur beaucoup de scandales, hein, sur l'esclavage des monnaies, la colonisation 2.0, le wokisme, LGBT+, trafic d'organes, trafic d'enfants, tout ce qui se passe. Évidemment, depuis octobre, mais je le faisais déjà depuis quasiment toujours. Depuis que j'ai une conscience politique, je me suis exprimé sur le sort des Palestiniens. Et là, on peut même plus parler de sort puisqu'il y a un véritable génocide sur Gaza et que les choses vont également sans doute commencer ou s'accélérer puisqu'en fait rien ne commence dans les territoires occupés. De toute façon, il n'y a qu'à écouter les ministres proches de Netanyahou, ceux qu'il n'a pas virés suite à l'élection, enfin en même temps que l'élection de Trump, pour comprendre dans quelle direction tout ça va. J'ai fait au cours des dernières semaines beaucoup de lettres sur mon compte Substack parce que j'avais plus de temps qu'écrire. Pour moi, c'est véritablement un grand plaisir, même si je laisse souvent pas mal de fautes d'orthographe derrière moi. Mais là, j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'aident, une personne en particulier qui relit et qui corrige les fautes avant que je mette en ligne. Donc je pense que c'est plus agréable à lire. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette lettre Substack. Et par exemple, au cours des dernières semaines, j'ai fait un texte qui s'appelle « Les 15 commandements du journalisme » et où j'explique comment dans les rédactions, pris en enclume entre les annonceurs publicitaires et les actionnaires, d'année en année, finalement, ils ont pris une direction dans la manière avec laquelle ils orientent leur information qui n'est que favorable à la politique d'Israël. Et vraiment, c'en est incroyable, donc je vous recommande de lire celle-là. Je me suis également interrogé sur l'impact, par exemple aux États-Unis, mais également en France, d'organisations comme EPAC et le CRIF. On voit qui assiste chaque année au dîner du CRIF et on peut se demander jusqu'à quel point c'est très influent. Et il n'y avait qu'à regarder la tribune présidentielle du Stade de France lors du match France-Israël alors que le stade était vide et la manière avec laquelle les médias ont minimisé l'attitude de véritables hooligans
supporters d'Israël dans le stade qui n'avaient même pas peur d'être devant les caméras, même pas peur d'être punis, puisqu'en meute, et là les images sont hyper claires, ils sont allés frapper un supporter français sous prétexte qu'il disait des choses qu'ils n'appréciaient pas. Et donc, ils peuvent en France se faire justice eux-mêmes, comme on l'a vu, et tout ça a été très organisé avec un groupe qui saute sur la cible et d'autres qui sont un peu comme des guetteurs tout autour pour vérifier les accès à la tribune en question et prévenir quand la police arrivera. Alors étonnamment, c'était la tribune des supporters d'Israéliens. On a vu ce qui s'était passé avec le Maccabi Haïfa quelques jours plus tôt à Amsterdam, et dans la tribune, pas de policiers, rien du tout pour séparer les supporters, et même pas beaucoup de policiers à proximité, policiers ou gendarmes, alors qu'on nous avait annoncé à peine 12 000 spectateurs et plus de 4 000 personnes des forces de l'ordre, dont d'ailleurs, et ça a été confirmé par AFP Factuel, un certain nombre de policiers et d'agents des services secrets israéliens qui étaient non pas dans la rue, ou comme ça a été pas mal affirmé, mais à l'intérieur du stade ou au niveau de la préfecture de police pour effectuer un certain nombre de missions. Alors on ne sait pas exactement les missions, évidemment tout ça n'est pas très clair, pas très public, mais j'ai fait une longue lettre sur ce sujet. J'ai également fait une lettre où je m'exprime sur l'intuition, parce que souvent on exprime des choses, et moi ça m'arrive, et je dis voilà ce que je pense. Et on me dit mais oui mais t'as pas de preuves, donne-moi des preuves. Mais dans le domaine eschatologique ou métaphysique, il n'y a pas de preuves. Ça ne peut être que des croyances ou des intuitions. Et l'intuition, c'est, à la différence de l'instinct qui a un côté animal, c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin. C'est-à-dire qu'on ressent des choses, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est le fruit de millions, de centaines de millions, de milliards d'informations et d'interactions qu'on a avec le monde réel et qui nous permettent à un moment d'avoir l'intuition de quelque chose? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on doit réapprendre à écouter cette petite voix? Voilà, c'est quelque chose que je détaille. Alors si j'insiste sur l'existence de mon Substack, c'est parce que je pense que c'est un média qui permet véritablement, pour l'instant, d'éviter la censure, puisqu'on a un contact direct. Ce sont des personnes qui ont créé ce site, qui sont véritablement extrêmement engagés pour la liberté d'information, et vous n'avez qu'à aller là-bas et regarder en fait ceux qui écrivent sur ce site. Ce sont tous les auteurs anglo-saxons, allemands, des pays nordiques et même des Russes, puisque Dugin par exemple est un des écrivains dessus, qui peuvent s'inscrire dessus. Ça peut créer à l'intérieur une grande communauté de communautés, puisque chacun à la communauté, en fait, des gens qui désirent suivre en particulier, soit sur l'application, soit par l'email, leur compte, mais finalement, par effet de rebond, par recommandation, eh bien, c'est une communauté qui s'enrichit et c'est véritablement très intéressant. Donc, je vous demande et je vous propose de découvrir Substack. Donc, c'est substack.com ou alors l'application Substack, Substack. Et moi, je suis Bertrand55. Par ailleurs, je suis ravi d'avoir retrouvé mon gros compte, même si ça met du temps, entre guillemets, pour les algorithmes à reconnaître à nouveau que j'existe, puisque comme pendant 2 mois, il n'y a eu aucune interaction entre les abonnés à ce compte et moi-même, eh bien, ça a complètement fait disparaître dans une forme d'inconnu le compte en question. Sinon, l'hiver arrive à grands pas, on n'a pas vraiment eu d'été puisqu'il a plu tout le temps, je ne vais pas revenir là-dessus. L'hiver arrive, il y a pas mal de personnes qui montrent des images des montagnes ou de l'est de la France ou autre. Il fait déjà très très froid, et donc je vous invite à découvrir mon miel, mon bon miel, et avant qu'il n'y en ait plus, parce que cette année les récoltes ont été véritablement très mauvaises. Selon les types de miel, c'était de 30 à 70% moins. Alors évidemment, ça ne touche pas tout ce qui est faux miel, mais ça touche les vrais miels véritablement naturels.
Donc vous pouvez me contacter pour ça à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse, BELECHA2SE.com, et je vous donnerai toutes les informations utiles pour vous aider à faire un choix. Évidemment, on peut se retrouver les yeux dans les yeux relativement facilement. Comme je dis, et j'essaie de le dire régulièrement, si vous avez des idées d'association, vous-même vous avez une association et vous avez envie de m'inviter à une conférence, merci de me faire savoir au même email que précédemment, bertrand@55bellechasse.com. Et on pourra planifier ça relativement facilement, puisque moi, ce que j'essaie de privilégier le plus, c'est les contacts humains directs, les rencontres à Paris ou en conférence. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé et je suis très impatient de retourner marcher sur les routes de France, d'Europe et éventuellement au-delà, aussi vite que possible. Donc je vous propose de regarder la suite de la vidéo, donc cet enregistrement complet fait pour une chaîne fédérale russe, et je pense que ça va beaucoup vous parler. Je suis très impatient de partager avec vous une version plus courte du forum d'échange sur X. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, et si vous avez envie de soutenir mon travail, mes médias, vous pouvez, parce que Substack c'est gratuit, mais vous pouvez décider d'aider. Donc moi, tous mes contenus sont gratuits, que ce soit sur Substack, X ou sur YouTube, mais vous avez la possibilité d'aider soit en prenant un abonnement, soit j'ai un compte PayPal, j'ai un compte Tipeee, j'ai un compte Litchi, j'ai un compte GoFundMe. En fait, je me suis ouvert à toutes ces possibilités. Vous pouvez éventuellement même me demander mon adresse postale. Et si c'est ce que vous préférez comme moyen de communication, n'hésitez pas. En tout cas, bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre fidélité. Et surtout, ayez confiance, n'ayez pas peur, même si les choses ont l'air par moments, par exemple avec les décisions ou les annonces de Trump, d'aller dans une mauvaise direction, comme quand il explique qu'il enlèvera à toutes les universités américaines les aides de l'État si jamais il y a des discours qui pourraient être interprétés comme anti-sionistes. Je pense que ça ne se passera pas du tout comme ça. Je pense que c'est une manière pour Trump d'arriver sans avoir trop d'ennemis jusqu'à la date de son serment, et ensuite, véritablement, on pourra le juger. Mais d'ici là, il a véritablement un chemin semé d'embûches, puisqu'on voit déjà qu'au niveau du Sénat, il y a des volontés de créer une division et d'avoir un chef du Sénat qui ne soit pas ami avec les positions de Trump. Au contraire, idem, il y a déjà des attaques très fortes à l'encontre de Kennedy. Il y a en permanence des attaques à l'encontre d'Elon Musk. Évidemment, ça continue à l'encontre de Donald Trump. Donc, il est obligé de faire preuve de beaucoup de prudence. Et j'ai presque envie de dire, il s'adapte, entre guillemets, aux circonstances. En face de lui, de toute façon, on a les Russes, les Chinois, les Iraniens, la Corée du Nord et de plus en plus de pays qui se préparent militairement à ce qui pourrait être une catastrophe. Le fait de se préparer, parfois, peut prévenir, puisque ça permet de montrer aux ennemis potentiels qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour remporter facilement une guerre. D'abord, les Russes et les Chinois disposent d'un arsenal nucléaire considérable, mais les Iraniens ont annoncé récemment qu'ils commençaient à disposer de batteries de missiles S-400 russes, qui sont des batteries de missiles antiaériens, et ce qui est véritablement immédiatement très préoccupant pour les Américains, puisque ces missiles sont capables, sans beaucoup de difficultés, de descendre les F-15 évidemment, mais également les F-16 et les F-35 américains. Et ça pourrait expliquer pourquoi Israël, depuis quelques semaines, a même arrêté
de menacer l'Iran de représailles ou d'actions à l'intérieur du pays ou de ses installations nucléaires. Bon, en même temps, parfois quand les gens ne parlent pas de quelque chose, c'est là où il faut véritablement commencer à s'inquiéter. Et puis sinon, je conclus cette introduction quand même en parlant des images véritablement barbares qui reviennent en permanence de Gaza, maintenant du Liban, également de Syrie. Et quelqu'un me relevait d'ailleurs, puisqu'on parlait de dates qui étaient marquantes dans l'histoire, et il me disait, est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui sont mortes lors de la nuit des longs couteaux, qui est une nuit extrêmement importante, hein, c'est vraiment une cicatrice dans l'histoire de l'humanité, puisqu'il y a des personnes qui ont été assassinées cette nuit-là pour leur religion. Eh bien, il y a eu environ 100 morts lors de la nuit des longs couteaux. Eh bien, Israël tue chaque jour, en moyenne, bien plus de 100 civils à Gaza. Et ça, ce sont les civils qui sont tués directement sous l'effet des bombes. Ça ne prend pas en compte ceux qui meurent d'infection, ceux qui meurent de maladies, ceux qui meurent de faim, de soif, de stress, de désespoir, ceux qui meurent de ne pas avoir eu la chance de pouvoir vivre. Donc tous ces bébés, tous ces enfants qui ne seront jamais faits parce que les maris sont emprisonnés sans aucune raison. Il y a plus de 10 000 hommes valides en âge d'avoir des enfants qui sont enfermés à cause des infections et qui créent des infertilités chez les femmes palestiniennes, et également à cause de tous les cadavres qui ont été enterrés brutalement dans des charniers par l'armée israélienne. Et on a déjà connaissance de plusieurs charniers, mais également qui ont été enterrés ou mis dans des décombres, pas forcément des charniers, juste comme ça, laissés à l'abandon. Et on a beaucoup de personnes, d'associations humanitaires qui le disent, qui le répètent. Aujourd'hui, Gaza, c'est un cimetière à ciel ouvert, c'est-à-dire que plus personne n'a la force et n'a même l'énergie de référencer, entre guillemets, toutes les morts. C'était très compliqué, hein. Les cadavres sont déchiquetés, il y en a qui sont mangés par les chiens, il y en a qui sont retrouvés après des mois dans des décombres sans aucun signe particulier pour les reconnaître, même quand les parents avaient eu la volonté d'écrire avec des marqueurs sur les bras ou les jambes de leurs enfants l'identité. Eh bien, vous imaginez qu'après quelques jours ou quelques semaines, tout ça a disparu, tout ça est invisible, ou alors il faudrait des moyens très spécifiques pour le savoir. Donc on est véritablement dans une barbarie immense. Et ce qui est le plus inquiétant, ce qui est le plus détestable, c'est que Israël, l'armée israélienne, a détruit absolument toutes les archives qui étaient à Gaza City ou à Rafah, des personnes vivant à Gaza. C'est-à-dire qu'on ne va même plus avoir jamais de chiffrage exact du nombre de morts. Et ça rappelle de bien tristes débats, entre guillemets, sur d'autres génocides, quand on ne peut pas trouver des traces qui empêchent d'avoir des doutes sur ceci ou cela. Et c'est très inquiétant parce que il faudra bien un jour faire un bilan humain de cette catastrophe pour l'humanité tout entière, de ce génocide qui se passe sous nos yeux, même si un grand nombre de journalistes a été assassiné par des snipers, voire leurs maisons entières ont été détruites, et c'était totalement choisi, puisque manifestement Israël ne veut pas que les images et ne veut pas que les histoires sortent de Gaza, un peu comme si ce qui se passe à Gaza reste à Gaza. Eh bien, c'est véritablement monstrueux. Il faut qu'on soit toujours de plus en plus nombreux à avoir le courage de nous exprimer sur ces questions, même s'il y a une grosse pression, parce que je peux vous dire que si on ne le fait pas, si on n'ouvre pas les yeux à la grande majorité des personnes, de nos concitoyens, de nos amis, de nos familles, il risque d'y avoir un durcissement de la loi qui pourrait nous empêcher de nous exprimer sur ces sujets sans risquer d'être inquiétés, soit par des amendes, soit par différents types de problèmes. Donc il faut sans cesse s'appliquer avec beaucoup d'altruisme, avec beaucoup d'amour, sans aucune haine, à revenir sur les faits
les actes barbares qui ont lieu quotidiennement en ce moment et ne rien laisser passer. Il ne faut rien laisser passer. Parce que je peux vous dire que dans le camp adverse, il ne laisse absolument rien passer pour essayer de faire taire tous ceux qui ont une voix qui commence à porter. Et je le sais pour avoir vu mon compte être censuré ou suspendu très régulièrement. Donc il faut avoir confiance dans ce travail de vérité que tous à notre échelle on doit faire et comprendre ce qui se passe, mais également accepter d'avoir l'intuition que c'est quelque chose qui dépasse très largement ce qui se passe à Gaza, c'est quelque chose qui est en train de se passer partout dans le monde, que Poutine véritablement décrivait dès le début de l'opération spéciale en une guerre sans merci entre le bien et le mal. Eh bien, c'est le moment de choisir pour vous et vos proches et vos enfants si vous voulez être véritablement dans le camp du bien ou si vous avez décidé d'abandonner votre avenir à un camp du mal qui vous promet sans cesse de perdre des libertés, de perdre des moyens, de vous laisser être remplacé par des machines dites intelligentes, je parle des ordinateurs et des cyborgs, ou assistés par ces gens-là, que vous acceptez d'être injecté, que vous acceptez de voir vos enfants à 8-10 ans demander à changer de genre, que vous acceptez que l'histoire soit sans cesse effacée parce qu'elle ne plaît plus, parce qu'elle pourrait fâcher ou ne pas faire plaisir, que le cinéma fasse du prosélytisme incroyable, pareil pour la publicité, pareil pour les équipes sportives ou les événements sportifs. On est vraiment dans une époque d'ingénierie et la guerre, l'essentiel de la guerre se passe au niveau des âmes. Il faut comprendre que dans le domaine militaire pur, que ce soit aérien, les missiles, les sous-marins, etc., et les Russes et les Chinois sont très largement compétitifs par rapport aux Américains, mais dans ce qui est du contrôle des âmes, de la guerre pour le contrôle des âmes, les Américains ont pris une avance considérable avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle proposée dans les réseaux sociaux. Dans mes lettres récentes sur Substack, je vous montre à quel point en fait ces outils d'intelligence artificielle sont pervertis, mais également à quel point X et Elon Musk vont être véritablement mis en danger, parce que si vous posez des questions à Grok, l'intelligence artificielle de X, donc ex-Twitter, eh bien clairement en France, il pourrait être pris pour antisémite. Parce que quand on dit la vérité, et ce qui est le cas de ce genre d'outils, même s'ils prennent toutes les précautions avec beaucoup de pédagogie, beaucoup de diplomatie, etc., les faits sont incontestables. Et d'ailleurs, ils sont incontestés. Le problème, c'est que vous n'y avez pas accès et les médias font en sorte de ne pas vous donner accès à ça avec sans cesse des nouveaux divertissements, des nouvelles manières d'aller ailleurs. Vous imaginez quand même des dizaines de milliers de morts, peut-être des centaines de milliers de morts en excès à Gaza, à croire des études très sérieuses et des Nations Unies. Malheureusement, les Nations Unies risquent d'être exclues de Gaza. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ce sujet, mais c'est selon des enquêtes israéliennes, il y aurait eu des membres de l'UNRWA qui auraient été vus souriant, voire même aidant des terroristes du 7 octobre. Et ça permettrait à Israël de dire, eh bien, ça veut dire que l'UNRWA est une organisation terroriste et donc elle est interdite en Israël. Et comme le seul moyen d'aller à Gaza, c'est de passer par Israël, puisqu'il n'y a aucun moyen d'y aller par l'Égypte, et si quelqu'un essaie de rentrer par l'Égypte, de toute façon, il sera bombardé par Israël, et puis de toute façon, il faut rentrer par Rafah, qui est entièrement contrôlé par les Israéliens. Donc ça veut dire qu'il y a le risque d'un chaos encore plus rapide et encore plus accéléré, puisque l'UNRWA, ce sont eux qui s'occupent des enfants, de l'éducation des enfants, du partage de la nourriture, qui est véritablement rare et qui manque complètement, des soins simples, et également de tout ce qui va être partage de l'eau
ou parfois, dans le cas d'urgence humanitaire, quand ils réussissent à obtenir que des blessés graves puissent quitter Gaza et aller dans des hôpitaux en Turquie ou ailleurs. Je vous rappelle d'ailleurs que la France avait claironné qu'elle envoyait un navire hôpital au large de Gaza pour venir en aide aux Palestiniens. Je voudrais savoir si l'un de vous a appris qu'un seul blessé palestinien avait été aidé ou pas par les Français. Donc encore une fois, tout ça, ce n'était que des mensonges, ce n'était que de la communication. On est dans le royaume du mensonge et malheureusement, on nous a appris depuis trop d'années à croire que finalement, ceux qui ne mentaient pas, qui mentaient, étaient ceux qui disaient la vérité, alors que nous étions dans le camp du mensonge. Et c'est à partir de là, quand vous vous mettez à écouter de façon transparente ce que disent Vladimir Poutine, ce que dit Xi Jinping, ce que dit le plus souvent Donald Trump, pas tout le temps malheureusement, parce que tous ces gens sont des humains, évidemment, donc ils ne peuvent pas être parfaits. Ils se trompent très régulièrement, comme moi d'ailleurs également, mais on pourrait faire une longue liste de personnes qu'on nous a appris à détester et qui ne méritaient pas cette détestation. En tout cas, je vous souhaite de regarder la vidéo qui suit avec autant de plaisir que j'en ai eu à la faire. Je vous remercie pour votre fidélité et surtout, je vous invite à me rejoindre sur ma lettre substack.com ou sur l'application Substack, où je suis Bertrand55. Je vous garantis que vous ne regretterez pas. La lecture, c'est véritablement quelque chose qui est important, parce que la lecture aussi, ça permet d'imaginer, ça permet de faire travailler différemment son cerveau, et c'est d'une grande utilité à une époque où, dans les télés et les réseaux sociaux, on essaie d'être avec vous uniquement dans l'instant. Vous n'avez pas le temps de digérer, vous n'avez pas le temps de réceptionner des informations complètes, présentées de façon pédagogique. C'est comme un espèce de fast-food. Pour que vous n'y compreniez rien, vous soyez en permanence dans un chaos de milliers de choses qui sont comme une salsa du démon. Voilà, bonne suite de vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Alors, déjà, la région de Koursk, c'est une toute petite partie du front du Donbass. C'est-à-dire, il y a un front qui fait plus de 1500 km sur lequel les forces ukrainiennes et les forces russes s'affrontent. Et Koursk, c'est même pas une cinquantaine de kilomètres. Donc, de toute façon, c'est une zone qui est relativement symbolique. En plus, les Ukrainiens qui étaient arrivés avec des forces très massives d'environ 35 000 soldats ont réussi effectivement à percer, parce que comme cette zone n'était pas stratégique, il n'y avait pas beaucoup de forces russes pour les affronter en fait lors de leur percée, mais ils n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs puisqu'ils ne sont pas allés évidemment jusqu'à la ville de Koursk et ils ne sont pas allés non plus jusqu'à la centrale nucléaire civile qui est à proximité de Koursk. Donc dans ce sens, ça a été un échec stratégique majeur, puisqu'en fait, les Ukrainiens ont pris une petite zone de territoire avec un certain nombre de colonies russes, mais qui n'ont aucun intérêt stratégique. C'est uniquement un intérêt politique, mais je dirais même plus marketing politique, puisque depuis un an, les Ukrainiens avaient annoncé une contre-offensive qui montrerait à quel point ils étaient capables de battre la Russie. Rien ne s'était passé, toutes leurs tentatives avaient échoué. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé en fait sur le front russe qu'est-ce qui pouvait être symbolique. Et Koursk est symbolique à plusieurs égards, puisque quand Vladimir Poutine a pris le pouvoir en l'an 2000, en fait il y avait eu le sous-marin Kursk qui avait coulé. Et donc c'est un nom qui est très présent dans les mémoires. Et donc, comme les Américains sont derrière, on a un côté un peu Hollywood à choisir la ville de Koursk, puisque c'est une ville que tout le monde connaît le nom, puisque c'est celui qui avait été choisi pour le plus gros sous-marin de russe de l'époque, qui lui-même avait coulé. Donc c'était une manière de dire, à nouveau, Vladimir Poutine
coule, entre guillemets, à Koursk. Cette fois-ci, ça ne s'est pas passé. En revanche, ce n'est pas stratégique pour les Russes de prendre des troupes qui sont indispensables sur d'autres parties du front, parce que les Ukrainiens s'effondrent sur l'intégralité du front. Depuis les 2 derniers mois, chaque mois, la Russie conquiert plus de territoires qu'elle en avait conquéri au cours de la dernière année. C'est-à-dire on est véritablement face à un effondrement complet du front côté ukrainien. Et donc si la Russie avait voulu s'occuper massivement de cette accumulation de forces ukrainiennes, c'est-à-dire 35 000 soldats ukrainiens, plus du matériel hyper moderne, le soutien logistique, télécom et satellite des Américains et de tous les pays de l'OTAN, ils auraient dû sacrifier une autre partie du front et qui était pour le coup beaucoup plus stratégique par rapport à l'idée de libérer complètement le Donbass et de sécuriser les villes du Donbass qui sont encore sous le coup des missiles, des drones, voire même de tout type d'incursion, entre guillemets, de commandos ou autres ukrainiens. Donc la Russie met en œuvre son plan, qui était celui d'une opération spéciale, libérer intégralement les régions russophones d'Ukraine et ensuite éventuellement s'occuper de cette région de Koursk dont toute la population qui n'avait pas été mis à mal ou tuée par les exactions ukrainiennes au moment de leur offensive, elle a été déplacée puisqu'il y a plus de 90 000 personnes qui vivaient dans la région qui ont été quasiment immédiatement déplacées. Et malheureusement, ceux qui sont restés, on a des images qui montrent que manifestement les troupes ukrainiennes sont sans aucune pitié pour les populations civiles. Mais là, pour le coup, silence des médias occidentaux. Alors la logique stratégique, la logique militaire, compte tenu de l'échec de la percée, puisqu'ils ne sont pas allés jusqu'à la grande ville, ni jusqu'à la centrale nucléaire civile de Koursk, ça aurait été d'arrêter de sacrifier autant de troupes et de défendre des lieux beaucoup plus stratégiques qui sont sur des voies de communication indispensables à l'Ukraine pour tenir son front. Ils ne font pas ça parce qu'ils ne sont pas là pour gagner une guerre sur le terrain. C'est totalement impossible. C'est impossible d'une part parce que l'armée ukrainienne est totalement exsangue. On est vraiment proche de la dernière goutte de sang du dernier militaire ukrainien possible, puisque maintenant ils cherchent de plus en plus jeunes. On s'approche de la mobilisation à partir de 18 ans. Et également des personnes âgées qui n'ont aucune formation militaire et qui sont envoyées comme de la chair à canon. Donc, ils ont cette victoire médiatique symbolique et ils s'y tiennent, en tout cas dans cette période où, par exemple, Macron et d'autres responsables de l'Union européenne disent « même si l'Amérique, avec le président nouvellement élu Trump, décidait d'arrêter d'aider l'Ukraine, l'Europe continuera à aider l'Ukraine. Il faut bien se rappeler que l'Europe a déjà injecté 240 milliards d'euros en Ukraine en 2 ans, sans compter tout ce qui avait été mis avant. Alors que dans le même temps, c'est la crise totale dans tous les pays européens. L'Allemagne est en train de s'effondrer. La situation en France n'est pas du tout reluisante. On a des faillites d'entreprises après faillites d'entreprises. Et on va devoir constater cette situation. Le chômage remonte alors que la pyramide des âges devrait faire automatiquement baisser le chômage. Donc ce qui veut dire que c'est véritablement une effusion de sang terrible. Et ça, c'est lié en particulier aux sanctions et à l'effet boomerang des sanctions. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les pays européens doivent payer leur énergie très cher. Ils ne sont quasiment plus compétitifs. Et lorsqu'ils le sont, c'est véritablement par chance, entre guillemets. Par exemple, Boeing a des difficultés, ça profite à Airbus. Mais ce n'est pas parce qu'Airbus est plus compétitif ou plus performant, c'est juste parce que son adversaire, entre guillemets, ne l'est pas. Mais dans le même temps, les Russes et les Chinois développent une aviation civile. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, Airbus sera le dindon de l'affaire,
comme les fabricants d'automobiles allemands, comme les fabricants d'automobiles électriques, comme. Donc en fait, l'Europe est en grande difficulté, et pourtant, le chef d'État français, qui est celui qui est le plus actif en fait pour pousser les Européens au suicide face à la Russie, mais également au Proche-Orient, en soutenant Mordicus, Israël qui fait un génocide, eh bien ça va avoir des conséquences déplorables. Et on voit d'ailleurs, puisqu'il faut quand même reconnaître que la Russie est présente sur tous les fronts. La Russie est aux côtés de l'Iran, la Russie est aux côtés de la Syrie, et la Russie est de plus en plus aux côtés des Palestiniens, et elle est évidemment sur son front, mais elle doit essayer d'aider ou de surveiller ce qui est en train de se passer en Géorgie, en Arménie, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan. On demande véritablement en ce moment beaucoup à la Russie. Heureusement qu'elle est très liée et extrêmement solidement liée à la Chine, à la Corée du Nord et à un certain nombre de partenaires, parce que sinon ce serait trop dur face à un adversaire qui n'a aucune limite dans les sacrifices humains, que la Russie essaie d'éviter. Alors les deux parties sont extrêmement intéressées pour des raisons opposées à en finir avec cette situation à Koursk. La Russie, parce que ce n'est pas stratégique, donc ils n'ont pas d'urgence à agir. Au contraire, ils ont une urgence à continuer à renforcer leur avantage sur toutes les autres zones du front. Koursk n'étant pas stratégique, ils vont épuiser petit à petit les Ukrainiens et en terminer. Évidemment, les Ukrainiens n'ont pas envie que la situation avance, comme ça leur permet, avec un nombre faible de renforts, de maintenir, entre guillemets, cette poche en territoire russe, et donc de dire, vous voyez, on est les premiers, depuis Napoléon et Hitler, à avoir conquis du territoire en Russie, c'est possible, si vous nous fournissiez plus d'argent, plus d'armes et des soldats, on pourrait vaincre la Russie. Encore une fois, c'est absurde, personne ne peut vaincre une puissance nucléaire qui n'a pas envie d'être vaincue. Donc ça n'arrivera pas. N'empêche qu'on réussit à mettre ça dans la tête des gens à force de répéter que la Russie voudrait conquérir le reste de l'Europe, que la Russie voulait conquérir les Atabals, voudrait conquérir la Pologne, etc. Tout ça est évidemment faux, puisque la Russie n'a même pas envie de conquérir l'Ukraine. Si la Russie avait envie éventuellement de conquérir l'Ukraine, ils agiraient comme ont agi les Américains en Irak, comme ont agi les Américains en Yougoslavie, en Syrie, en Libye, presque partout, en Afghanistan, c'est-à-dire qu'ils ont détruit toutes les infrastructures, ils ont tué un nombre considérable de personnes, et une fois qu'il y avait pratiquement plus d'hommes valides debout, ils envoyaient des troupes pour constater qu'ils n'étaient pas bienvenus, malgré, soi-disant, l'envie d'y apporter la démocratie. Donc, les Russes ne fonctionnent pas comme ça, ils sont face à un peuple frère ou sœur, et donc évidemment, ils avancent en prenant le plus de précautions possible pour ne pas rendre la vie impossible aux civils, à tel point que les Russes continuent de livrer du gaz, continuent de livrer des énergies aux Ukrainiens qui sont de toute façon déjà en grande difficulté, puisqu'ils ont un gouvernement qui ne pense qu'à s'enrichir personnellement et à trouver des moyens d'envoyer plus de personnes au front, hommes ou femmes. Les informations sont contradictoires, évidemment, parce que les différents pays d'où viennent des mercenaires ne veulent pas trop communiquer sur ça. C'est-à-dire qu'au début de l'opération spéciale russe, tous les pays étaient fiers de dire on peut laisser partir les gens comme mercenaires, il n'y aura pas de conséquences quand vous reviendrez, vous ne serez pas sanctionnés. Parce qu'en principe, un Français, par exemple, n'a pas le droit d'aller faire la guerre ailleurs contre un pays avec lequel on n'est pas en guerre. Il y aurait des conséquences pour lui à revenir. Et là, comme l'adversaire c'était la Russie, tout est devenu possible. Et ça avait été exactement la même chose avec la Syrie, où il y avait eu des mercenaires, entre guillemets, français qui avaient rejoint les rangs de Daesh, des rangs de groupements terroristes. Donc on a quasiment exactement la même chose. D'après les informations sérieuses qui sont communiquées, le premier pays qui fournit des mercenaires, c'est la Pologne. Parce qu'il y a une haine historique entre la Pologne, enfin plutôt de la Pologne vers la Russie,
puisque je ne crois pas que les Russes aient la moindre haine envers les Polonais ou envers quiconque, mais la réciproque est différente. Ensuite, il y a l'Allemagne qui fournit beaucoup de mercenaires, mais c'est aussi une raison de proximité. Et après, il y a la France et l'Angleterre, mais là, on n'est pas véritablement dans le même type de mercenaires, on est plutôt dans le cadre de soldats d'active qui deviennent, en passant la frontière, des mercenaires. C'est-à-dire, ils changent de statut, donc ils mettent en sommeil, entre guillemets, leur contrat de militaire pour devenir des humanitaires, si jamais ils étaient pris sur le terrain. Donc on a tout ça qui a pu se passer plusieurs fois, puisqu'il y a eu justement des humanitaires qui avaient été faits prisonniers par les Russes, ou dont les cadavres ont été retrouvés en fait sur des lignes de front, et immédiatement en fait ils avaient pas une nouvelle identité, mais un nouveau parcours de vie en fait. Ils avaient effectivement un temps été militaires, mais ils l'étaient plus. Et tout ça pour dire aux médias, circuler, il n'y a rien à voir, les Russes tuent des humanitaires français, alors que c'était évidemment pas le cas. Donc on n'a pas d'informations précises. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine a besoin de personnes formées, puisque toutes les personnes qui étaient bien formées au début en Ukraine, il y a 2 ans, sont mortes, que depuis, toutes les formations sont accélérées. Et donc, que ce soit pour conduire des chars, pour piloter des drones, pour toutes ces opérations, l'Ukraine a besoin de personnel très formé. Par ailleurs, l'Ukraine bénéficie déjà de missiles anglais et français, pas encore américains, mais on parle des missiles Patriot, ou allemands, on parle des missiles Taurus. Mais quelle que soit la nature de ces missiles, même pour les missiles fabriqués par les Ukrainiens, ils ont besoin des moyens de l'OTAN pour choisir les cibles et pour aider les missiles à atteindre les cibles. Donc on voit que peu importe ce qu'on peut dire en termes de militaire, il y a forcément une implication dans cette guerre des pays de l'OTAN qui, de fait, sont en guerre justement contre la Russie, qui, elle, n'a jamais prononcé le mot guerre. Ils sont en opération spéciale, ce qui est une chance pour tous les pays qui sont en guerre contre la Russie. Parce que si la Russie déclarait la guerre, automatiquement, en termes de vocabulaire, la Russie serait en guerre contre tous ces pays-là. Alors que dans le cas de l'opération spéciale, qui n'est pas une guerre, la Russie a des objectifs précis, qui n'incluent pas de mettre à mal les pays qui aident, en l'occurrence, à prolonger, entre guillemets, le succès de l'opération spéciale russe. Alors, je pense que l'Ukraine ne se préoccupe pas du tout de la légalité de ces opérations, quelles qu'elles soient. Il faut savoir que le pays a une constitution qui ne permet pas de décaler, voire même d'annuler une élection présidentielle et de maintenir en place un président élu sans élection. Donc l'Ukraine, déjà, elle ne respecte pas sa constitution. Donc pourquoi est-ce qu'il respecterait les lois de la guerre, les règles élémentaires de quoi que ce soit? On a vu depuis le début des prisonniers de guerre qui étaient tués. On a vu des maquillages, entre guillemets, soi-disant, de destruction de maternité ou autre. Et tout ça, c'était Hollywood, entre guillemets. Donc les Ukrainiens s'en fichent. Mais ce que je veux dire, c'est que les exactions sur des populations civiles, j'ai vu des images. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, les images d'une famille qui retourne dans sa maison en voiture, dans un de ses lotissements, et on voit très bien les personnes, il y a une femme, des hommes, etc., mais qui rentrent très calmement. Ils ne sont pas du tout inquiets, ils prennent le temps, ils ouvrent le portail, ils rentrent. Et un char arrive, manifestement qui a vu cette voiture de loin, se positionne véritablement devant le jardin de la maison, alors que les gens viennent à peine d'y rentrer, et tire plusieurs missiles, de chars, directement dans la maison qui explose. Or, on sait très bien que le char, s'ils avaient pensé que l'ennemi, entre guillemets, était présent dans cette maison, ne se serait pas approché aussi proche de la maison, puisqu'il aurait su qu'avec des engins portables tout simples, les troupes russes disposent du moyen de détruire un char à une telle proximité avec une probabilité de 100%.
Donc le char, les gens du char savaient qu'il n'y avait que des civils totalement désarmés et qui ne couraient aucun risque en se positionnant devant la maison et en tirant sur la maison. Donc là, on est véritablement, matériellement, en présence d'un crime de guerre qui est documenté. Mais des choses comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a des déclarations de personnes qui réussissent à s'enfuir ou qui étaient cachées, qui ont observé des exactions, etc., etc. Mais là, c'est documenté, c'est filmé. Donc ce que je veux dire, c'est que cette armée, aujourd'hui, elle a un tel besoin d'obtenir des résultats de tout type qu'en fait ils n'ont plus aucune limite. C'est exactement ce qui est en train de se passer à Gaza, où l'idée c'est de tout détruire, peu importe les populations civiles, peu importe quoi que ce soit, ils pourront toujours dire qu'ils avaient un doute que des armes ou quelque chose était caché dans cette maison, et quelque part personne ne pourra le prouver. Mais on sait que ce sont des mensonges, on sait qu'aujourd'hui on a des personnes qui sont sanguinaires et qui donnent des ordres à des armées qui sont non seulement suicidaires pour l'armée en question quand il s'agit de l'Ukraine, mais destructrices de toutes les populations civiles. Et ça, je pense qu'on approche vraiment du moment où la ligne rouge va être dépassée pour la Russie. Il y a eu une patience incroyable, il y a eu une accélération de la folie en Europe à annoncer, enfin le potentiel futur chancelier allemand dit: si la Russie ne rend pas 24 heures après ma nomination les territoires qu'elle occupe illégalement, y compris la Crimée, nous fournirons des missiles Taurus à l'Ukraine. Déjà, les missiles Taurus ne changeront absolument rien au sort de la guerre que la Russie va gagner, mais ça montre à quel point les Allemands sont déconnectés de la réalité. On a des gens qui parlent de ça sans comprendre les conséquences de ce qu'ils disent. Les conséquences pour leur peuple, les conséquences pour leur économie, mais surtout les conséquences pour leur réputation. Ce sont des gens qui sont ridicules et qui se ridiculisent. Et ils n'ont plus aucune d'essence, aucun bon sens, aucune limite dans les absurdités qu'ils récitent devant les plateaux télé ou devant leurs assemblées. On a l'impression de gens idiots. Mais l'intérêt de telles actions, c'est-à-dire l'envoi de drones sur des immeubles civils, c'est véritablement de faire monter l'exaspération des populations civiles. Quand l'opération spéciale a commencé il y a il y a plus de 2 ans, l'idée c'était que ça soit rapidement terminé. C'est-à-dire que l'Ukraine accepte des conditions de paix avec la Russie pour en finir avec l'opération spéciale. Et d'ailleurs, c'était le cas pratiquement en mars 2022. Tout ça était pratiquement terminé. C'était sans compter sur Macron, l'Europe et les États-Unis qui ont abreuvé d'armes et d'argent l'Ukraine pour prolonger en fait la destruction de toute une classe d'âge d'Ukrainiens. Donc pour les Russes, c'est exactement la même chose qui se passe. Comme la Russie fait une guerre conventionnelle, elle perd également beaucoup de soldats. Il y a des morts en Russie. L'armée russe perd des soldats. Mais si maintenant les civils sont également ciblés, on approche, encore une fois, de la ligne rouge. Et les Russes risquent de monter d'opérations spéciales à guerre, ce que souhaitent en réalité les ennemis de la Russie, puisqu'ils veulent qu'à chaque fois ce soit la Russie qui puisse être accusée d'escalade, puisque c'est la Russie qui a lancé l'opération spéciale, mais qui était une nécessité puisque les accords de Minsk I et Minsk II étaient oubliés, mais ça, ils n'étaient pas respectés, mais ça, tout le monde l'a oublié. Et là, on pourrait avoir exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens ne retiendront pas que s'il y a une escalade, elle ne sera liée qu'à des exactions contre les civils et finalement une guerre qui devient nécessaire parce que face à la Russie, il y a des gens qui sont complètement suicidaires. Personne ne réalise ce que c'est pour un soldat russe et pour Vladimir Poutine de se dire on a tué 500 000 Ukrainiens. Ils n'ont jamais voulu ça. Il y a 500 000 frères et sœurs ukrainiennes
qui sont morts sur le champ de bataille. Ce sont des Slaves qui avaient une vie devant eux. Et ça, c'est pour les morts. C'est sans compter les amputés, les handicapés. Alors que manifestement, pour les Français, les Allemands, les Américains, on s'en fout complètement. À la limite, ces morts ne servent qu'à accuser les Russes, alors que les Russes n'ont jamais voulu ça. Et ça, il faut véritablement en avoir conscience, parce que le peuple ukrainien ne veut plus de cette guerre. C'est pour ça qu'on lui interdit l'accès aux élections. Le peuple russe ne veut pas d'une guerre. Ils aiment l'Ukraine, ça fait partie de la conscience collective russe. Les seuls qui veulent la destruction d'hommes et de femmes dans cette région, ce sont les Occidentaux, parce qu'il y a une haine des Russes, il y a une haine de la Sainte-Russie, ce qu'a très bien dit Vladimir Poutine, ou le patriarche Kirill, ou Lavrov, ou d'autres. C'est une guerre du bien contre le mal, avec la Russie dans le camp du bien, même si en Occident, les gens ne le perçoivent pas. La Russie ne tue pas de population civile, n'utilise pas d'armes vers les populations civiles, et cherche à tout faire pour éviter l'escalade. Alors, on peut imaginer que l'Ukraine, et même la Russie, se dit « il va falloir qu'on négocie une paix », pour sauvegarder, entre guillemets, l'amour-propre de l'OTAN et des Occidentaux, laissons-leur un petit territoire russe qui pourront échanger contre un petit territoire que la Russie aura conquis dans son avancée très forte sur toute l'autre ligne de front. Ça, c'est possible, et ce serait un signe de grande intelligence de la part de Vladimir Poutine et ses militaires, puisque si on veut vraiment la paix, on se donne les moyens d'aboutir à la paix, y compris en acceptant de laisser ça pour que le public, finalement, s'y retrouve. Donc, on a donné ça, on a reçu ça en échange, et on est arrivé à avoir 100% de ce qu'étaient les objectifs de l'opération spéciale, mais on a laissé un petit bout de territoire dans le Donbass parce qu'on voulait récupérer Koursk sans avoir à laisser mourir à nouveau des dizaines de milliers de soldats. Parce que Koursk aujourd'hui, avec peut-être encore 20 000 soldats ukrainiens plus des renforts, ça nécessiterait, à moins d'utiliser de très très grosses bombes, entre guillemets, des milliers de morts russes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec des gens qui sont équipés de chars, d'engins lourds, de jeeps, qui sont cachés dans des maisons, qui sont cachés un peu partout, c'est pas quelque chose qui se gagne d'un coup de baguette magique. C'est pas vrai. Il va falloir sacrifier des personnes. Et ça n'a aucun intérêt d'un point de vue russe. Donc, on va voir ce qui va se passer avec les négociations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'entre maintenant et le 20 janvier, c'est-à-dire le Trump qui va prêter serment, on est clairement dans une zone d'incertitude. Puisque l'administration Trump affirme qu'elle veut que la paix ait lieu très rapidement. Elle en discute avec Zelensky. On a même aussi Orban, etc., qui essayent de convaincre Zelensky qui pourrait véritablement sortir grandi en acceptant de discuter la paix. Mais c'est oublier que dans la constitution ukrainienne, personne n'est habilité à discuter la paix, puisque la constitution empêche quiconque de négocier la paix dans l'état actuel sans que tous les territoires soient rendus. Et évidemment, la Russie ne va pas rendre ni la Crimée, ni une grande partie du Donbass. Donc on est devant un défi constitutionnel très fort, puisqu'évidemment la Russie ne voudra que quelque chose de légalement valable et qui peut perdurer extrêmement longtemps. La Russie ne veut pas, comme pour les accords de Minsk, que face à elle, elle ait des gens qui promettent la paix, uniquement pour se préparer et dans 3 ou 5 ans recommencer exactement la même folie. Donc il faut une solution qui soit durable et ça va prendre du temps, ça va nécessiter beaucoup de négociations, mais pendant les 2 mois qui viennent, il risque d'y avoir des folies.